amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et le grand honneur, via Skype, d'être en communication avec Gisèle Sarfati, à qui je dis tout d'abord bonjour Gisèle. Bonjour Monique. Gisèle, c'est vraiment un grand bonheur car nous allons attaquer carrément deux sujets qui nous tiennent à cœur, à l'une et à l'autre. Le premier va être un récapitulatif, en quelque sorte, de la vie de vos ascendants et de la vôtre également en Tunisie, à Sousse. Je veux parler d'un livre qui a capté toute mon attention, Voyage à la recherche d'une mémoire perdue. Et d'emblée, qui est Gisèle Sarfati, née à Sousse? Eh bien, Gisèle Sarfati, née à Sousse, était... D'abord, j'ai vécu à Sousse jusqu'à l'âge de 23 ans et j'ai beaucoup aimé cette ville, ma ville. C'est belle, en bord de mer, elle est magnifique. C'est magnifique. Ça la a beaucoup perle du Sahel. C'est magnifique. Donc, voilà, une vie avec ses hauts et ses bas, avec ses plaisirs et ses difficultés, et une vie qui m'a beaucoup apporté. Donc, je suis née en 1942, pendant la guerre. Nous avons vécu, mes parents, mon père exploitait l'alpha dans la haute steppe en Tunisie. Et c'est à cet endroit que la guerre a commencé en Tunisie. Et à l'âge, j'avais juste 1 an, quand les Allemands sont rentrés, enfin, pas les Allemands, les Alliés sont rentrés en Tunisie et que nous avons dû quitter la Tunisie avec ma mère. Mon père est resté sur place. Donc, voilà. Déjà une naissance un petit peu mouvementée, la guerre, le retour à Sousse, la guerre à Sousse qui a été terrible. Sousse a été très, très, très touchée par la guerre. Il y a eu des bombardements, il y a eu des pillages, ça a été terrible. Les Juifs ont été obligés sont partis, surtout du côté de Monastir, où on portait l'étoile jaune. Mon grand-père Ange a porté l'étoile jaune. Et je me souviens de, justement, la figure référente de mon enfance, c'est ce grand-père Ange. Ce grand-père qui était pour moi une légende. Est-ce que ce que ma mère racontait était vrai? Oui, non, pourquoi? J'ai voulu tout vérifier. Et tout s'est avéré réel. Y compris, Gisèle, y compris cette fameuse lettre à Clémenceau. Écoute, ma mère... On brûle les étapes, mais c'est une époque, mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai trouvé ça magnifique. Elle est magnifique. Donc, ma mère nous disait, voilà, ton grand-père, mon père, il a écrit à Clémenceau, il était tout jeune, il a publié cette lettre dans l'Aurore, et puis après, il correspondait avec Zola et Clémenceau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je n'arrivais pas à le croire, ou j'y croyais à moitié. Donc, c'est la part belle de Gisèle. Donc, ni deux. Je vais à la Bibliothèque nationale, c'était la rue de Richelieu, la nouvelle Bibliothèque nationale n'existait pas. Et je demande l'Aurore de 1898. Et on me met le premier trimestre, voilà, par trimestre, deuxième trimestre, 8 avril 98, je trouve la lettre de mon grand-père à Clémenceau, telle que ma mère nous l'avait recopiée. C'est vraiment, c'est phénoménal. C'est phénoménal, mais je ne sais pas si vous imaginez un peu mon état d'esprit, je tremblais, j'étais comme une femme. C'est impressionnant. Et alors, de l'autre côté également, parce que ça c'est la famille Chemla,
mais du côté paternel, donc de Haï Shalom Sarfati, qui était alphabetier. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, Gisèle, c'est que les deux maisons d'édition que vous avez créées, puisque en fait vous avez édité vous-même vos livres, les noms ont vraiment un lien étroit avec les souvenirs de ses ascendants. Hein, parce que aussi bien les plumes cerfs-volants, d'accord, et on ne peut pas ne pas faire un clin d'œil également à Romain Gary, dont on va parler en deuxième partie, que le deuxième, les éditions, l'alphabet, l'alpha, ça tient énormément. Et si vous retournez en Tunisie en ce moment, vous ne pouvez pas savoir le développement de l'alpha, des objets faits en alpha. J'y suis retournée il y a 2 ans et j'ai rencontré des gens absolument charmants qui étaient prêts à discuter, à me montrer. Et c'est magnifique. C'est génial. Vous avez pu rentrer dans votre maison à Sousse? Pardon? En retournant à Sousse, est-ce que vous avez pu rentrer dans votre appartement? Je n'ai pas eu envie de retourner dans mon appartement. Par contre, faisant le coin entre l'ancienne avenue Crans, qui est maintenant l'avenue Bourguiba, et le boulevard de Front de Mer, il y a en coin l'ancienne maison de mon grand-père Ange. Ah oui, en effet. Il y a de très belles photos. Il y a une très belle photo du grand-père Ange avec la reproduction justement de la lettre à Clémenceau du 8 avril 1898. Oui, je n'ai qu'une photo d'Ange et c'est une petite photo d'identité. Par contre, j'en ai trouvé une magnifique au Grand Orient de France où j'ai fait mes recherches. Toutes mes recherches étaient faites en 1982. J'avais tout trouvé. J'avais trouvé la lettre à Clémenceau, j'avais fait des recherches au Grand Orient de France. Et il y avait une photo que m'a confiée M. Itzhak Abrahami. Il m'a confié aussi, comment s'appelle, le docteur, un docteur qui a été franc-maçon dans la même loge que mon grand-père Ange, le docteur Catan. Donc, Itzhak Abrahami m'a confié un doctorat, le doctorat de la fille du docteur Caton sur son père. C'est vraiment c'est une page d'histoire. Et en fait, pour revenir un petit peu au côté, d'ailleurs, il y a eu une triste fin du grand-père. Oui, une triste fin. On laissera découvrir. Mais pour revenir au côté romanesque, tout démarre avec Jasmine et on est très sensible à la vie de Louise, de Léon, de Gérard, donc Gégé qui va faire ses études à Paris. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans ce, je peux quand même l'appeler roman, c'est le fait qu'il y ait un parchemin d'expression en arabe ou en judéo-arabe. Il y a beaucoup de chants. Il y a les chants de la Pâque juive. Il y a, c'est vraiment d'une richesse. Comment vous avez fait, Gisèle, pour avoir toutes ces expressions? Est-ce que vous les utilisiez vous-même quand vous étiez enfant ou pas? Non, moi je ne les utilisais pas. Chez mes parents, nous parlions français. Par contre, à l'extérieur et avec mes amis, il ne fallait pas que je parle arabe, ça les faisait tordre de rire. Je prononçais mal. Et là, je suis contente parce que je commence à pouvoir dire quelques expressions en arabe et j'adore, c'est très... Elles sont tellement riches. Je vais vous en donner une, tout simplement. Ashtamma. Ah oui. Quelle exagération. C'est intraductible. Ou alors les chansons auxquelles vous faites allusion. Laisse-moi me saouler, ô juifs, que l'on chante donc au Seder, à la fin du Seder. À la fin du Seder, avec voilà.
avec tous les chants sur l'agneau, le truc, enfin c'est, d'accord? Absolument, Hadgadia, voilà, Hadgadia, Hadgadia. bien sûr. Et je crois que vraiment, vous avez tout à fait raison, parce qu'en citant une phrase, je ne sais plus de qui elle est, le réel n'est qu'une partie du vrai. Les deux mois. Moi, Bravo, bravo. Je crois que c'est la période, du bac de philo. Je crois qu'on pourrait vraiment le prendre comme sujet à faire développer par les jeunes lycéens. Alors, on parle des deux grands-pères, Gisèle, mais est-ce que vos grands-mères vous ont marqué également? Je ne les ai pas connus. Aucune des deux? Enfin, je n'ai connu qu'un seul grand-parent, c'est mon grand-père Ange. Ange. Et il est mort quand j'avais 5 ans et demi. Et j'ai coutume de dire, et je le dis et je le redis, c'est lui qui m'a tout appris. Les rabbins vous disent, donnez-moi un enfant avant l'âge de 6 ans. Mais c'est incroyable. C'était pas au clair de la lune, c'était que j'apprenais. Mais écoutez, mademoiselle, lui dit le gaillard, mon cœur et mon âme incite ma flamme. Le ciel s'obscurcit, qui va tomber de l'eau. Cocorico, c'est lui qui m'a appris à voir les arbres, c'est lui qui m'a dit, voilà, qui m'a appris un tas de choses. Ce que je sais, c'est lui. Il était tout de même officier des pannes académiques, bien qu'étant... Oui, c'était pas n'importe qui. Il était directeur d'études à l'Alliance israélite, et le seul dossier que j'ai découvert justement avant 82, et c'est à l'Alliance israélite, j'avais demandé un dossier sur Sousse. Donc en 82, je crois que la bibliothécaire s'appelait Madame Lévine, autant que je me souvienne. Et elle m'avait dit non, il n'y a rien sur Sousse. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, pouvez-vous regarder s'il y a quelque chose sur Anchemla? Elle m'a sorti un dossier Anchemla. Et dans ce dossier Anchemla, il y avait toute la correspondance de l'école de l'Alliance israélite de France à Paris, avec le directeur de l'Alliance israélite à Paris. Et la plupart des lettres sont signées Anchemla. C'est génial. Et il y a de magnifiques lettres aussi sur l'indépendance, sur la place faite aux femmes, aux jeunes filles. Ma mère, c'est incroyable, ma mère a eu une enfance extraordinaire. Enfin, ce qu'elle me raconte, et tout est vrai, c'est sûr. Elle avait un colonel qui venait lui donner des cours d'escrime. Elle devait nager, elle avait appris à nager, elle faisait de l'équitation. Elle faisait du piano, mais ça ne l'aimait pas trop. Est-ce que vos frères et sœurs ont eu la même influence de votre grand-père? Pardon? Est-ce que vos frères et sœurs ont été marqués par votre grand-père Ange également? Oh oui, ils ont été, je crois que c'est moi, il a senti, je ne sais pas ce qu'il a senti chez moi. Il y avait un répondant. Il y avait un répondant. Il y avait un répondant. Moi, j'ai toujours aimé la poésie, j'ai toujours aimé, voilà, je ne sais pas, j'étais, voilà, bon. Alors, vous savez que ce que dit la tradition juive dit que de parler des défunts leur permettent de s'élever et d'être présents. C'est très important. Alors maintenant, je sais que vous avez également un autre amour, c'est Romain Gary. On passe à Romain Gary. Je me permets de dire que ça a été très marqué par Romain Gary. Et vous avez fait un essai, vous avez écrit Un autre regard, que vous avez publié aux éditions L'Alphatier. S'il vous plaît, un petit clin d'œil aux vendeurs d'Alpha. Et en fait, je crois que vous avez fait énormément de recherches. Oui, je fais toujours des recherches. Mon livre sur la Tunisie, je n'osais pas, il était prêt. J'ai fait des recherches énormes. Pour Romain Gary, j'ai commencé par lire tous les livres tous ses livres à lui.
Je préfère le citer, lui, que citer les gens qui ont travaillé sur lui. Alors là, je me dois de vous féliciter parce que pour paraphraser, pour citer Romain Gary, qui était furieux de dire que on ne m'aime pas, les gens ne lisent pas mes livres, eh bien, vous le démentez là. Ah oui, mais il a raison. Il a raison, mais c'est terrible ce qu'on a dit sur lui. C'est incroyable. Et il parle de la gueule qu'on lui a faite. Tout à fait. Oui, on lui a dessiné un costume pour l'hiver, comme dira l'autre. Alors, si on parlait de la spiritualité de Romain Gary? Écoutez, c'est une hypothèse, bien sûr, mais moi, je crois qu'il a une spiritualité très élevée. Je pense, et c'est une idée quand même partagée par sa dernière compagne, Leïla Chalabi, qui disait qu'il avait vraiment une haute spiritualité. Moi, je pense que bien qu'il ait occulté un peu sa judéité, je sais qu'en allant, quand il a été consul général de France à Los Angeles dans les années 60, au début des années 60, il ne voulait pas dire, il a dit qu'il était né à Nice et qu'il était catholique. C'est incroyable. Bon, ensuite il a rectifié, il a dit qu'il était juif. Mais c'est un homme pour moi qui est profondément juif. D'ailleurs, il le dit dans des interviews, vous avez dû lire, bon, il dit qu'il est profondément juif. Et il est tout à fait dans la spiritualité. Et j'ai même émis l'hypothèse qu'il avait lu peut-être la Kabbale. Mm-hmm. Pourquoi parle-t-il du Dibouk aussi? Pourquoi? Mais voilà, j'ai fait l'hypothèse pour son dernier livre, Les Cerfs-Volants, qui est un livre absolument magnifique. Je fais l'hypothèse d'un tikkun où il regroupe tous les livres de sa vie, toutes ses idées, et voilà, il les a mis dans ce livre absolument extraordinaire. D'ailleurs, vous soulignez quelque chose d'important. Bon, on sait qu'il était marié à Ginsberg. Il lui est arrivé de retourner en Pologne avec Ginsberg. Et devant le musée de l'insurrection, il est tombé dans les pommes. Il a fait un malaise. Mais c'est terrible. Il était retourné avant en Pologne et à l'université. Et lui, il était soi-disant français et chrétien, hein, puisque sa mère voulait qu'il soit tel. Oui. Depuis qu'il est arrivé à Nice à l'âge de 13 ans, donc il est retourné en Pologne à l'âge de 20 ans, mais il s'asseyait, il y avait encore les bancs ghetto, il y avait les juifs d'un côté et les non-juifs de l'autre. Et lui, il s'asseyait sur les bancs ghetto, quitte à se faire tabasser. Excusez-moi, avant je parle. C'est quand même un personnage très, très, très marqué également et qui a probablement souffert de l'emprise permanente de sa mère, Nina, qu'il a adorée, mais en même temps, on peut quelque part dire qu'elle l'a un petit peu castrée. Hein? Peut-être. Psychologiquement, j'entends. Psychologiquement. Parce qu'il a quand même eu un enfant avec Ginsberg, Alexandre Diego. Oui, pardon. Il a quand même eu, quand je dis que Nina l'a castré, c'est psychologique, parce qu'il a quand même eu un enfant avec Ginsberg, Alexandre Diego. Et il a eu de nombreuses femmes. Oui. Il en a aimé que d'après moi, surtout Jean. Et bon. Il est resté très amoureux de cette femme, de Ginsberg, enfin très attaché en tout cas à elle. Et la preuve étant, c'est qu'elle est décédée à l'âge de 40 ans, en 79, et lui s'est suicidé un an après. Un an après. À 66 ans. Il a
profondément aimé Ginsberg, profondément aimé. Alors, Gisèle Sarfati, vous parlez également du Tim Sum. On va expliquer aux auditeurs ce que c'est que le Tim Sum. C'est le retrait, se retire en fait, d'accord? Et bien entendu, on ne peut pas ne pas aborder le chapitre de l'analyse transactionnelle, qui par principe a donc trois paramètres, l'enfant, le parent, l'adulte, et on ne peut pas ne pas citer Lévinas. Alors là, vous avez de quoi nous rafraîchir la mémoire avec Lévinas, avec le Tim Sum, avec les influences qu'a eu Romain Gary. Les influences qu'a eu Romain Gary, oui. je ne comprends pas beaucoup. Voilà, on va d'abord parler de l'analyse transactionnelle, parce que vous réservez un grand chapitre très important. Tout à fait. Bon, l'analyse transactionnelle est arrivée en France dans les années 80 et j'ai eu la chance de me former à l'analyse transactionnelle. Donc, pendant 10 ans, 15 ans, j'ai suivi des stages et j'ai suivi des enseignements d'analyse transactionnelle. Ça m'a énormément apporté. Et quand j'ai demandé à Georges Escribano, qui a été un de mes premiers formateurs, de superviser mon travail sur l'analyse transactionnelle, il n'a pas hésité une seconde. Donc, mon travail a été supervisé par Georges Escribano qui continue ses recherches en analyse transactionnelle. Donc, j'ai mis l'hypothèse que Eric Berne et Romain Gary s'étaient rencontrés. Ce n'est pas du tout impossible. Eric Berne, dixit Eric Bernstein. Bernstein, c'est l'inventeur de l'analyse transactionnelle. Lui aussi polonais. Lui aussi arrivé aux États-Unis, médecin. Bon, j'ai beaucoup d'admiration. Et un homme qui s'est tué au travail, qui est mort assez jeune aussi. Ils sont presque morts tous les deux à la même époque. Ils ont eu le même succès à peu près à la même époque. Je ne pensais pas que vous m'interrogiez sur l'analyse transactionnelle. C'est important, c'est un chapitre très important. C'est très important, mais tout le monde me dit que c'est un peu trop difficile. Et moi, je ne trouve pas. On se comprend. Donc, Eric Berne avait écrit Games and People Place, des jeux et des hommes. C'est un de ses premiers livres et de ses livres qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ça a été traduit en des jeux et des hommes en français et ça a été traduit à plusieurs langues. Et bon, donc tous les deux ont énormément travaillé, tous les deux étaient polonais, tous les deux. Est-ce que, voilà, il a changé son nom en Berne, Bernstein, lui aussi. Est-ce qu'on pouvait vraiment afficher sa judéité, son judaïsme? L'époque, malheureusement, ne s'y prêtait pas. Hein? Alors, Gisèle Sarfati, parce que le temps qui nous est imparti court, je propose de ne pas vous interroger sur les derniers livres et surtout sur Ajar. Ajar. Eh bien, il a eu raison. Pour moi, il a eu raison de changer de nom. C'est vrai qu'on ne le lisait pas. On ne le disait pas assez bien. C'est vrai qu'on confondait. Attendez, au-delà de cette limite, mon ticket n'est plus valable. Mais alors, ça a été mal lu, ça a été... Romain Gary écrit des choses extraordinaires. Je ne peux pas voir sur mes livres, mais il dit... il donne un exemple, il répondait par l'humour d'ailleurs, il donne un exemple d'une journaliste qui lui avait fait un papier extraordinaire sur un de ses livres. Bon, quelques années plus tard, il écrit un livre, un bon livre, et elle écrit un article très mauvais. Ce livre l'a déçu, il ne vaut rien, etc. Il la rencontre par hasard chez Mme Gallimard.
Et il lui dit, mais je ne comprends pas. Il dit, écoutez, je vous avais fait un très bon papier pour tel livre et vous ne m'avez même pas remercié. Hum, hum. No Mais comment. c'est incroyable. Est-ce que c'est possible? Et je suis sûre que Romain Gary a raison. Je suis sûre qu'il dit vrai. C'est incroyable. La Oui. gueule qu'on lui a faite, bon, j'ai écrit un chapitre, je l'ai relu avec plaisir, là, grâce à vous, mais je ne l'avais pas relu depuis très, très longtemps. Et il parle de la gueule qu'on lui a faite, mais c'est terrible, hein. L'homme et la gueule qu'on lui a faite, voilà. Oui, oui, j'ai été étonnée Voilà. parce que D'autres que moi ont parlé de la terreur des lettres, des coteries, des clics à claques, copinage, renvoi d'ascenseur, dettes remboursées ou comptes réglés. Voilà, bon. oui, oui. Oui, eh bien, écoutez, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'un essai d'une centaine de pages, mais avec tant de questions et tant de références. En tout cas, Gisèle Sarfati, il y a une phrase de Martin Buber qui est magnifique, la vie est une rencontre, et je crois que vous avez fait la plus belle rencontre parce que vous avez rencontré, au travers de vos recherches, Romain Gary, n'est-ce pas? Merci. J'ai En une tout cas, je admiration sans recommande borne très pour Romain Gary. chaleureusement un autre regard, un essai de Gisèle Sarfati aux éditions L'Alpatier et Voyage aux éditions Plume, Cerf-Volant, à la recherche d'une mémoire perdue. Merci Gisèle Sarfati. Merci Monique Nakache, merci beaucoup. Chers à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle.